Je m'appelle Jean-Luc et je suis routier depuis plus de 20 ans. Cette nuit-là, j'avais une livraison urgente à effectuer dans une petite ville isolée de l'Alsace. Une cargaison à déposer avant l'aube, un trajet serré, mais rien que je n'ai déjà fait des centaines de fois. J'avais quitté Strasbourg depuis environ 1 heure lorsque mon GPS indiqua un itinéraire alternatif, un raccourci qui me ferait gagner du temps. Normalement, je ne fais pas confiance à ces détours de dernière minute, mais l'idée d'éviter les routes nationales encombrées par les travaux me parut plutôt séduisante. Sans hésiter, je suivis la nouvelle direction, pénétrant dans les profondeurs des Vosges. Au début, la route était parfaitement praticable, bien qu'un peu étroite. Les hauts sapins bordaient les bas-côtés, formant un tunnel naturel qui avalait mes phares. La nuit était épaisse, sans la moindre lueur de lune. Je baissai légèrement la vitre pour respirer l'air frais de la montagne, mais une étrange odeur de bois humide et de terre retournée me piqua les narines. Plus je roulais, plus la route devenait sinueuse, tortueuse, comme si elle cherchait à m'égarer. Les panneaux de signalisation se faisaient rares, et le GPS, d'ordinaire précis, semblait recalculer sans arrêt, répétant d'une voix mécanique, « Continuez sur la route actuelle ». Ce détail me mit mal à l'aise. D'habitude, il indiquait la distance avant le prochain tournant, mais cette fois-ci, il restait bloqué sur cette seule instruction. Je jetai un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 3 heures du matin. Le moteur ronronnait, seul bruit dans cette nuit dense. Il n'y avait pas d'autres véhicules, pas de lumière de village à l'horizon, rien que cette route qui s'enfonçait toujours plus loin, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans cette étrange route, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les arbres bordant la route, de plus en plus grands et serrés, semblaient se pencher vers moi, comme si la forêt elle-même voulait m'engloutir. La lumière de mes phares ne perçait pas l'obscurité dense, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence qui m'observait. C'était comme si la forêt était vivante, attendant quelque chose ou quelqu'un. Le silence était lourd, presque étouffant. Aucun bruit de la faune, aucun cri d'animal nocturne, juste ce silence angoissant. Je jetai un coup d'œil au compteur de vitesse. Je roulais à peine à 60 km/h, mais la route devenait de plus en plus étroite, les virages plus serrés. La sensation de claustrophobie grandissait. Le camion, qui d'habitude glissait sans effort, semblait soudainement alourdi, comme si quelque chose dans l'air l'empêchait de se mouvoir librement. Je tentai de changer de station de radio, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi pour briser ce silence oppressant. Mais à chaque tentative, la radio grésillait, ne captant rien d'autre que du bruit statique. La batterie de mon téléphone était morte, et je me retrouvais complètement isolé. Alors que je passais un virage particulièrement serré, le GPS se fit entendre à nouveau, cette fois avec une insistance presque inquiétante. Continuez tout droit. Je jetai un coup d'œil à l'écran, mais l'itinéraire affiché semblait totalement incohérent. Il m'indiquait de continuer sur cette route sans fin, sans aucune indication claire de ma destination. Une sensation glaciale m'envahit. Je voulais ralentir, mais c'était comme si mes mains ne répondaient plus. Une sorte d'étreinte invisible me poussait en avant, me forçant à avancer sans possibilité de retour. Je pris une grande inspiration, essayant de chasser la peur qui montait en moi. C'était sûrement rien, un simple effet de la fatigue et de la solitude. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Alors que je roulais encore, pris dans cette spirale sans fin, je vis quelque chose au loin, dans les lueurs faibles de mes phares, un camion garé sur le bas-côté. Il n'y avait pas de raison apparente pour qu'un camion soit là, au milieu de cette route isolée, sans signalisation ni autre véhicule aux alentours. Je ralentis instinctivement, une étrange inquiétude m'envahissant. Le véhicule était parfaitement immobile, ses phares allumés, mais d'une lumière étrange, presque tamisée, comme si le temps lui-même ralentissait autour de lui. Je m'approchai lentement, mes phares éclairant l'intérieur de la cabine. C'est là que je vis l'homme. Il sortait du camion et s'avança vers moi, m'ayant sans doute repéré. Il leva la main, un geste lent et hésitant, comme s'il m'appelait. Je m'arrêtai, mais je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. Son visage, presque pâle dans la lumière, semblait familier. Il avait les mêmes traits que moi. Même hauteur, même carrure, même cheveux coupés courts. Le même regard fatigué. Ce n'était pas possible, je me trompais sûrement. Lorsqu'il arriva à ma hauteur, il parla d'une voix basse, presque inaudible. « J'ai besoin d'aide, dit-il, mais ses lèvres semblaient bouger de manière décalée, comme s'il disait autre chose.
Je frissonnais. Il portait le même uniforme que le mien, le même blouson, le même logo de la compagnie sur sa poitrine. Mais c'était son regard qui m'avait glacé. Un regard vide, sans vie, comme s'il était déjà parti. Mon cœur se serra. Je voulais poser des questions, lui demander pourquoi il était là, mais mes mots se bloquèrent dans ma gorge. Il n'y avait aucune raison valable pour qu'il soit là, sur cette route déserte, en pleine nuit. Et pourtant, il se tenait devant moi, avec une expression figée, comme une copie exacte de moi-même. Je pris une grande respiration et mis la voiture en marche arrière. Mon instinct me criait de partir, de fuir. Mais avant que je puisse accélérer, il se pencha vers ma fenêtre, m'attrapant presque par le bras. « Tu dois partir, Jean-Luc, murmura-t-il. Tu es déjà trop loin. » Un frisson parcourut mon dos. Je n'avais jamais vu cet homme, et pourtant, il semblait savoir des choses que je n'avais même pas encore comprises. Et avant que je puisse réagir, il fit un pas en arrière, me laissant seul face à ce qui semblait être mon propre reflet, mais déformé, brisé. Je n'eus pas le temps de réfléchir davantage. Mon pied appuya sur l'accélérateur et je m'élançai en arrière, mes mains tremblantes saisissant le volant comme si c'était la seule chose qui pouvait m'empêcher de sombrer dans la folie. Je n'avais qu'une pensée, fuir, quitter cet endroit, échapper à cet homme étrange qui, d'une manière inexplicable, était moi. Je n'osais même pas regarder dans mon rétroviseur, craignant de voir l'homme me poursuivre, ou pire, que ce soit un autre moi qui se trouvait là, derrière. L'idée même d'être suivi m'obsédait. Mes yeux scrutaient la route, tentant de déchiffrer la faible lumière des phares dans cette forêt oppressante. Le silence était devenu encore plus lourd, comme si le monde entier s'était figé autour de moi. Au bout de quelques minutes, je commençais à reconnaître des éléments familiers. Un virage que je pensais avoir déjà pris, un arbre particulier, une courbe qui semblait me ramener là où j'avais commencé. Mais cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas possible. Je regardais à nouveau le GPS. Continuez tout droit, affichait-il. Pourtant, je savais que je n'étais plus sur la même route. Cette route, elle n'existait pas. Je pressais encore l'accélérateur, mais plus je roulais, plus la forêt semblait se resserrer autour de moi. Les arbres s'étaient désormais inclinés presque jusqu'à recouvrir complètement la route. Je ne pouvais plus voir que les ombres dansantes de ces géants silencieux qui me dévoraient petit à petit. Mon moteur ronronnait de façon irrégulière, comme si une force invisible essayait de ralentir ma progression, me forçant à ralentir malgré moi. Je tentais de faire demi-tour, mais la route derrière moi n'était plus la même. C'était comme si la route elle-même se reformait à chaque instant, chaque virage me ramenant là où je venais de passer, chaque retour me menant au même point, à la même intersection. Il n'y avait plus de repères. C'était comme si j'étais enfermé dans un cauchemar, incapable de trouver la sortie. Puis, au détour d'un nouveau virage, je vis à nouveau le camion garé. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un autre camion, identique au mien, se tenait là, sur le bas-côté. Et je l'ai reconnu. Les mêmes phares, les mêmes roues, le même logo. L'un était garé de manière parallèle au mien, comme si nous étions pris dans un cercle sans fin. Je pouvais sentir la panique monter. J'essayais de partir dans une autre direction, mais la route était toujours la même. Chaque nouvelle courbe me ramenait là où je venais de passer. Et le GPS, avec sa voix monotone et vide, me disait toujours « Continuez tout droit ». C'était comme si j'étais prisonnier d'un endroit qui ne voulait pas me laisser partir. Mon esprit commençait à se fissurer sous la pression. Je n'étais plus sûr de ce qui était réel. Était-ce un rêve? Un cauchemar sans fin? Ou étais-je déjà perdu, dans une autre dimension où le temps et l'espace n'avaient plus aucune signification? L'angoisse m'envahissait, chaque seconde qui passait. Ma main tremblante se posait sur le volant, mais je n'avais plus le contrôle. C'était comme si quelque chose, quelque part, avait pris possession de ce moment, me rendant de plus en plus faible à chaque nouvelle tentative de fuir. Chaque virage, chaque kilomètre semblait me faire revenir au même endroit, comme si la route me connaissait, m'enroulait dans un piège invisible. Le ciel au-dessus de moi était toujours aussi noir, la forêt toujours aussi dense. L'air était plus froid maintenant, et j'avais l'impression que la température chutait à mesure que je tournais en rond, sans but, sans fin. Mon esprit était devenu un tourbillon d'idées désordonnées. Je n'arrivais plus à savoir si j'étais éveillé ou si je rêvais. Le camion était mon seul ancrage, et pourtant il semblait me trahir, me pousser toujours plus loin dans cette folie. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. Je n'étais plus sur la route, mais dans une clairière étrange,
vide, dénué de vie. La route avait disparu, comme si elle s'était effacée sous mes roues. Mon moteur s'éteignit tout seul, le silence m'envahit d'un coup, un silence si profond qu'il en était presque palpable. Je n'entendais plus rien, pas même le vent. J'avais arrêté le camion, mais je n'étais plus sûr de savoir pourquoi. Était-ce la fin? Je sortis du véhicule, mes jambes flageolantes, mon cœur battant dans ma poitrine comme un tambour. En m'approchant de la cabine, je vis quelque chose qui me fit sauter en arrière, figé sur place. Dans le rétroviseur, je vis mon propre visage. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas vraiment moi. C'était moi, mais déformé, figé dans une expression vide, comme un masque sans âme. Je n'arrivais pas à détourner les yeux, mes mains tremblaient alors que je les posais sur ma tête, cherchant à saisir ce qui n'allait pas. Un cri éclata dans ma gorge, mais il ne sortit pas. Il n'y eut pas de son. Un autre homme se tenait là, juste derrière moi. Moi. Et il m'observait. Ses yeux étaient vides, froids, comme s'il n'y avait plus d'humanité en lui. Je compris, alors, que tout était une illusion. La route, le camion, la forêt, tout cela faisait partie du piège. Ce n'était pas la forêt qui m'avait emprisonné. C'était moi. Je reculais lentement, me rendant compte que je n'étais plus seul. Non, je n'avais jamais été seul. L'autre moi, celui qui me regardait avec un sourire froid et dénué de toute chaleur humaine, se tourna vers moi. Il murmura doucement, mais je l'entendis parfaitement dans ce silence oppressant. « Bienvenue, Jean-Luc. Tu fais maintenant partie de l'histoire. » Je tournai les talons, voulant fuir à tout prix. Mais mes jambes ne répondaient plus. Mon corps se figea, et je sentis une main glacée se poser sur mon épaule. Une voix me susurra à l'oreille. « Tu es ici pour toujours maintenant. Tu attendras le prochain. » Avant de tout perdre, je compris une vérité terrifiante. Je n'étais pas un simple conducteur. Je faisais maintenant partie de cette boucle sans fin, une nouvelle victime dans un monde où le temps ne s'écoule plus, où les routes se referment sur ceux qui osent y pénétrer. Et le cycle recommençait. Je m'appelle Antoine, et cela fait plus de 20 ans que je parcours les routes de France au volant de mon poids lourd. J'ai vu de tout, des accidents effroyables, des tempêtes qui transforment l'autoroute en enfer, des nuits si longues et solitaires qu'elles en deviennent presque irréelles. Mais jamais, en 2 décennies de métier, je n'avais ressenti une peur aussi viscérale que cette nuit-là. Tout a commencé par un simple appel. Un transport urgent, très bien payé, de la ville du Havre à Paris. Une cargaison scellée, interdiction formelle d'ouvrir le conteneur sous aucun prétexte. Une livraison discrète, avec un client qui insistait sur l'importance du silence. Prenez la route nationale, évitez les grands axes, pas d'arrêt non nécessaire, m'avait-il dit d'un ton qui ne laissait place à aucune négociation. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait ce genre de choses. Certains clients veulent éviter les contrôles, d'autres préfèrent la discrétion pour des raisons qui ne me concernent pas. Tant que je suis payé, je ne pose pas de questions. Pourtant, en voyant le conteneur être chargé sur mon camion, un mauvais pressentiment s'est emparé de moi. Il était imposant, d'un métal noir mat, sans aucune inscription ni marquage d'expédition. Juste une porte massive, verrouillée par un cadenas épais dont seul le client semblait posséder la clé. Avant mon départ, l'homme qui m'avait engagé s'est approché une dernière fois. Il portait un long manteau sombre, et son regard était difficile à soutenir. D'une voix calme, presque trop posée, il a répété une dernière fois. « Peu importe ce que vous entendez, ne vous arrêtez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Livrez simplement la cargaison. » J'ai hoché la tête sans répondre, attrapant les papiers de transport avec des mains plus moites que je ne l'aurais voulu. Puis, j'ai mis le contact et pris la route. J'aurais dû refuser ce travail. J'aurais dû écouter cette voix au fond de moi qui me murmurait que quelque chose clochait. Mais il était déjà trop tard. La route était sombre et déserte, seulement éclairée par les faisceaux de mes phares qui découpaient l'obscurité. Je suivais la nationale, comme demandé, loin des autoroutes bondées et des aires de repos surveillés. Le ronronnement du moteur et le léger balancement de la cabine avaient un effet hypnotique, mais quelque chose m'empêchait de me détendre complètement. Une tension sourde, un poids invisible sur mes épaules. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit sourd, à peine perceptible au début, comme un choc léger contre la paroi du conteneur. J'ai d'abord pensé que c'était une simple secousse due à la route. Mais quelques minutes plus tard, un autre bruit est venu me glacer le sang. Un raclement, lent, insistant, comme si quelque chose ou quelqu'un griffait le métal de l'intérieur. J'ai jeté un œil au rétroviseur,
Mais tout était normal. Rien d'anormal sur la route derrière moi, juste l'obscurité oppressante qui s'étendait à perte de vue. Je me suis forcé à respirer calmement. Peut-être un problème de fixation à l'intérieur? Une caisse qui avait bougé? Puis, les coups ont commencé. 3, puis 4. Fort, distincts, comme des poings frappant frénétiquement la paroi du conteneur. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas un simple déplacement de marchandises. Quelqu'un était là-dedans. Quelqu'un qui essayait d'attirer mon attention. J'ai serré le volant, le regard fixé sur la route. Ne cherchez pas à comprendre, avait dit l'homme. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était pas mon problème, que je n'avais pas à enfreindre les consignes. Mais comment ignorer ces coups? Comment continuer à conduire en sachant qu'il y avait peut-être une personne enfermée, paniquée, suppliant silencieusement que quelqu'un l'aide? Un cri étouffé a résonné derrière moi. Faible, mais indiscutable. J'ai senti la panique monter en moi. Il fallait que je sache. Il fallait que je voie ce qu'il y avait dans ce foutu conteneur. Alors, malgré les avertissements, malgré le frisson d'angoisse qui parcourait mon échine, j'ai pris la première sortie et me suis dirigé vers un ancien relais routier abandonné. Ce que j'allais découvrir allait hanter mes nuits pour le reste de mon existence. Je me suis garé sur le gravier craquelé du relais routier abandonné. L'endroit était désert, oublié du monde, seulement éclairé par les phares de mon camion projetant des ombres déformées sur les murs délabrés du bâtiment. Le moteur s'est éteint dans un soupir métallique, laissant place à un silence écrasant. J'ai descendu de la cabine, ma lampe torche à la main, et me suis dirigé vers l'arrière du camion. Mon souffle était court, irrégulier, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Chaque pas résonnait étrangement sur le sol humide, amplifiant ma nervosité. Les coups avaient cessé. Mais maintenant que j'étais à quelques mètres du conteneur, je percevais autre chose. Un murmure. Une voix faible, féminine. Elle parlait vite, trop vite, comme si elle priait ou récitait quelque chose dans un souffle saccadé. J'ai posé ma main sur le cadenas. Il était toujours là, intact. Ce qui voulait dire que personne n'était censé pouvoir sortir. Il y a quelqu'un? Ai-je demandé d'une voix qui ne me ressemblait pas. Un silence. Puis, soudain, une réponse. Aidez-moi, je vous en supplie. C'était une femme. Sa voix était tremblante, brisée par la peur. Mon sang s'est glacé. Je savais que je ne devais pas ouvrir. J'aurais dû remonter dans mon camion, faire demi-tour et oublier cette nuit. Mais à cet instant, la peur que j'avais pour moi-même était dépassée par l'horreur de ce que cette femme devait endurer à l'intérieur. D'un geste brusque, j'ai inséré la clé que le client m'avait donnée et j'ai déverrouillé le cadenas. Mes mains tremblaient tandis que je soulevais la lourde barre métallique et tirais la porte du conteneur. Elle était là, accroupie dans un coin, son visage pâle éclairé par ma lampe. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses yeux dilatés par une terreur indescriptible. Elle respirait vite, incapable de parler correctement, ses lèvres tremblant comme si elle luttait contre l'envie de crier. « Il arrive » a-t-elle murmuré. « Qui ça? Qu'est-ce que vous faites là ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, quelque chose l'a attrapée. Un bras, ou plutôt une ombre, surgit du fond du conteneur, l'a agrippée avec une force inhumaine. Elle a hurlé, se débattant, enfonçant ses ongles dans le métal du sol. J'ai reculé d'un pas, sous le choc, alors qu'elle était brutalement tirée dans l'obscurité. La porte s'est refermée violemment sous mes yeux, me laissant seul dans la nuit, mon souffle coupé par l'horreur de ce que je venais de voir. Je suis resté figé devant le conteneur, incapable de bouger, incapable de penser. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je venais de voir. Cette chose, cette ombre, elle l'avait arrachée sous mes yeux, comme si elle n'était qu'une poupée de chiffon. Et ce hurlement, il résonnait encore dans mes oreilles, un cri de terreur pure, déchirant, stoppé net par la fermeture brutale des portes. Mes jambes étaient faibles, tremblantes. J'ai reculé, la gorge sèche, cherchant désespérément une explication rationnelle. Peut-être que la fatigue me jouait des tours. Peut-être que l'obscurité du conteneur avait créé une illusion d'optique. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une hallucination. Je me suis précipité vers la porte, agrippant la poignée avec des doigts glacés. J'ai tiré de toutes mes forces, j'ai hurlé son nom, un nom que je ne connaissais même pas. Pas de réponse. Juste un silence de mort. Puis, lentement, un bruit s'est élevé de l'intérieur. Un frottement, comme si quelque chose glissait lentement contre la paroi métallique. Suivi d'un souffle. Long, profond. Un souffle qui n'avait rien d'humain. Je me suis immobilisé, la main encore sur la poignée, le cœur battant à tout rompre.
Et puis, les coups sont revenus. 3. Fort, insistant. Mais cette fois, ils venaient de l'extérieur. De la cabine de mon camion. J'ai sursauté, me retournant d'un bond. La cabine était plongée dans l'obscurité, mais une silhouette semblait se dessiner derrière la vitre du côté conducteur. Immobile. M'observant. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis précipité vers la cabine, prêt à affronter n'importe quel fou qui aurait pu s'introduire dans mon véhicule. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Le siège était vide. Et c'est là que j'ai compris. Le moteur était éteint. La clé n'était plus sur le contact. Et pourtant, le camion roulait en marche arrière. Avant que je puisse réagir, une force invisible m'a violemment projeté en arrière. Ma tête a heurté le sol, et la dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'était mon propre camion s'éloignant lentement sur la route sombre, emportant avec lui ce conteneur maudit. Je me suis réveillé au petit matin, étendu sur le gravier froid, une douleur lancinante martelant mon crâne. L'air était glacial, et pendant un instant, je ne savais plus où j'étais. Puis, tout m'est revenu d'un coup. Le conteneur, la femme, cette chose. J'ai redressé la tête d'un mouvement brusque, cherchant mon camion du regard. Mais il n'était plus là. L'endroit était désert. Pas de traces de pneus, pas de marques dans la poussière, comme si rien ne s'était jamais trouvé ici. J'ai lutté pour me relever, mes jambes vacillantes sous mon poids. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant si fort que j'ai failli le lâcher. Aucune nouvelle notification. Pas d'appel en absence. Comme si cette nuit d'horreur n'avait jamais existé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro de l'employeur qui m'avait engagé. Une sonnerie, puis deux, puis la ligne a coupé. J'ai rappelé. Cette fois, une voix automatique m'a annoncé que ce numéro n'était plus attribué. La panique m'a envahi. Mon camion avait disparu. Le client était injoignable. Et moi, j'étais là, seul, au milieu de nulle part, avec l'impression oppressante d'être la victime d'une immense mascarade dont je ne comprenais pas les règles. J'ai erré jusqu'à une station-service à quelques kilomètres, où un employé m'a regardé comme si j'étais un fantôme quand je lui ai demandé s'il avait vu passer un camion pendant la nuit. « Monsieur, il n'y a pas eu de camion ici. Pas depuis des jours. » J'ai voulu insister, mais quelque chose dans son regard m'a fait taire. Un mélange de pitié et d'inquiétude, comme s'il savait que je ne voulais pas entendre la vérité. Quelques heures plus tard, alors que j'étais en train d'expliquer mon histoire à la police locale, mon téléphone a vibré. Un appel inconnu. J'ai décroché, la gorge nouée. Un silence. Puis, une respiration lente et profonde à l'autre bout du fil. Et enfin, une voix que je ne reconnaissais pas, basse, monocorde. Tu n'aurais jamais dû ouvrir. Le signal a coupé. Je suis resté figé, incapable de bouger. Je ne l'ai jamais revu, ce camion. Mais parfois, en pleine nuit, j'entends encore ces coups sourds contre une paroi invisible. Comme si quelque chose, quelque part, essayait encore de sortir. La route des 1090, à la frontière italienne, est une bande d'asphalte sinueuse et solitaire, bordée de montagnes sombres et de forêts épaisses. De nombreux routiers l'évitent la nuit, non seulement à cause de ces virages traîtres, mais aussi à cause des rumeurs qui circulent depuis des années. On raconte qu'un camion blanc s'arrête toujours à la même station-service, à la même heure, mais que personne n'a jamais vu son chauffeur. Certains disent que c'est un canular, d'autres murmurent que c'est un mauvais présage. Je suis routier depuis seulement 3 ans, mais j'ai déjà entendu cette histoire plus d'une fois. On en parle dans les relais routiers, sur les aires de repos, parfois même sur la radio CB entre deux camions fatigués. Moi, je n'ai jamais cru à ces absurdités. Un camion qui se gare tout seul, et personne ne s'est jamais donné la peine de l'examiner de plus près, ça n'avait aucun sens. Alors, ce soir-là, j'ai décidé de m'arrêter à cette station-service et d'attendre. Il était environ 23 heures quand j'ai garé mon poids lourd près de la boutique, à une place d'où je pouvais observer tout le parking. La station était pratiquement déserte, à part un autre camion garé un peu plus loin et une petite voiture dont le conducteur semblait dormir. L'éclairage blafard des lampadaires jetait des ombres longues et déformées sur le bitume. J'ai pris un café brûlant au distributeur et me suis installé derrière mon volant, prêt à patienter aussi longtemps que nécessaire. Au fond de moi, j'étais persuadé que cette histoire était une légende urbaine, un conte pour effrayer les jeunes routiers comme moi. Mais quelque chose dans l'air cette nuit-là me mettait mal à l'aise. Un silence étrange régnait, un silence trop profond, comme si la nuit elle-même retenait son souffle.
Minuit approchait lorsque j'ai aperçu des phares au loin, perçant la brume qui s'accrochait au contour de la route. Un grondement sourd s'éleva dans l'air immobile, et un poids lourd blanc émergea lentement des ténèbres. Mon cœur se mit à battre plus fort. C'était exactement comme dans les récits que j'avais entendus. Un camion blanc, sans aucune inscription, propre et silencieux, avançant avec une lenteur presque irréelle. Je l'ai observé se diriger vers l'aire de repos, son moteur émettant un bruit étouffé, comme si le son lui-même était absorbé par la nuit. Il s'est arrêté à une place précise, toujours la même selon les rumeurs, juste sous la lumière vacillante d'un vieux lampadaire. Mais personne n'en est descendu. Pas un mouvement, pas une porte qui s'ouvre. J'ai attendu quelques minutes, cherchant des signes de vie. Peut-être que le conducteur était simplement en train de se reposer, trop fatigué pour sortir immédiatement. Pourtant, quelque chose me dérangeait, l'intérieur de la cabine était sombre, aucune lumière de lecture, aucun écran allumé. Juste une silhouette immobile derrière le pare-brise. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Sous le faible halo du lampadaire, j'ai distingué une forme assise derrière le volant. Un homme, apparemment. Mais il ne bougeait pas. Il était assis là, rigide, le regard fixé droit devant lui, comme une statue. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi ne faisait-il rien? Pourquoi restait-il figé ainsi? Un instinct profond me soufflait que quelque chose n'allait pas. Mon café refroidissait entre mes doigts, mais je n'osais plus bouger. J'étais incapable de détacher mon regard de cette silhouette qui, d'une manière inexplicable, me paraissait anormale. J'ai pris une profonde inspiration et décidé d'agir. Ce n'était peut-être qu'un chauffeur épuisé, ou peut-être un type malade, incapable de bouger. Je devais en avoir le cœur net. Je suis descendu de mon camion, l'air froid de la nuit me piquant la peau. Le bruit de mes pas sur le bitume semblait résonner étrangement fort dans le silence de la station-service. À mesure que je m'approchais du camion blanc, mon malaise grandissait. L'homme à l'intérieur ne bougeait toujours pas. Arrivé à hauteur de la cabine, j'ai enfin pu voir son visage plus distinctement. Il était d'une pâleur cadavérique, presque cireuse. Ses traits étaient figés, comme s'il était plongé dans une profonde transe, ou mort. Son regard était vide, fixé droit devant lui, et quelque chose dans son expression me donna envie de reculer immédiatement. Mais je devais savoir. D'un geste hésitant, j'ai levé la main et frappé doucement à la vitre. Aucun mouvement. J'ai frappé une deuxième fois, plus fort. Toujours rien. Puis, alors que je m'apprêtais à appeler l'homme, il a disparu. Pas un mouvement, pas un clignement d'yeux. Il était là, un instant, et l'instant d'après, la cabine était vide. Comme s'il n'avait jamais existé. Mon sang s'est glacé. Je me suis reculé d'un pas, incapable de comprendre ce que je venais de voir. La cabine était déserte, le volant intact, le siège parfaitement vide. Pourtant, quelques secondes plus tôt, il y avait bel et bien quelqu'un. Une panique viscérale m'a saisi. J'ai reculé encore, mon souffle court, mon cœur battant à tout rompre. Mon instinct me hurlait de fuir, de ne plus jamais regarder en arrière. Je suis resté là, figé, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le froid de la nuit m'enveloppait, mais j'étais incapable de bouger. J'ai fini par me ressaisir et courir vers mon camion, presque à en perdre haleine. Mes mains tremblaient alors que je tentais de démarrer le moteur. Mais tout ce que je voulais, c'était partir, quitter cet endroit maudit. Le matin est enfin arrivé, mais le malaise est resté. J'ai décidé d'aller à la gendarmerie, quelque part entre la peur et l'incrédulité. Il fallait que je sache. Peut-être que j'avais halluciné. Peut-être que mon esprit m'avait joué un tour à cause de la fatigue ou du stress. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Lorsque j'ai expliqué ma rencontre à un des gendarmes, il m'a regardé d'abord d'un air sceptique. Il m'a demandé où cela s'était passé, et je lui ai désigné la station-service à l'entrée de la route des 1090. Il n'a pas répondu tout de suite, mais il a pris un dossier en particulier, un vieux dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Ses mains étaient lentes, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Finalement, il a parlé, d'une voix basse, presque murmurée. Ce camion, il appartenait à un homme, un chauffeur qui a disparu il y a 20 ans. Il n'a jamais été retrouvé. J'ai eu du mal à comprendre. Un disparu? Un camion abandonné? Pourquoi me parler de ça? Mais il a continué, en me détaillant les circonstances. L'homme s'appelait Pierre, et il avait disparu la nuit même où il avait garé son camion pour la dernière fois. Il avait disparu sur cette même route, sans laisser de traces. Depuis ce jour-là, personne n'avait plus revu son camion,
jusqu'à ce qu'il réapparaisse, toutes les nuits, comme un spectre. Le gendarme m'a alors montré une photo du camion, et j'ai eu un frisson. C'était exactement celui que j'avais vu. Le même camion blanc, le même modèle, le même emplacement, la même route. Les mots du gendarme résonnaient dans ma tête comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une hallucination. Ce que j'avais vu était réel. Mais pire encore, je n'étais pas le seul à avoir vu ce camion. D'autres routiers avaient rapporté des histoires similaires, toujours sur cette même station-service, toujours à la même heure. Un camion sans chauffeur, qui apparaissait de nulle part, chaque nuit, comme une apparition, un présage ou un fantôme revenant de l'au-delà. Je suis resté là, abasourdi, incapable de réagir. Ce camion n'était pas simplement un mystère, c'était un avertissement. Au fil des jours, la réalité de ce que j'avais vécu me hantait de plus en plus. Chaque nuit, lorsque je m'endormais, je voyais encore cette silhouette pâle et figée derrière le volant, ses yeux vides fixés sur l'horizon, me transperçant l'âme. Le souvenir de ce camion blanc m'envahissait à chaque instant, comme si une force invisible me poussait à y penser sans cesse. J'ai appris que d'autres chauffeurs avaient eu des expériences similaires. Leurs récits étaient identiques aux miens. Ils avaient vu le camion apparaître, immobile et silencieux, avec cet homme étrange à l'intérieur, ou parfois, sans personne. Et à chaque fois, lorsqu'ils approchaient pour enquêter, le camion disparaissait, comme englouti par la brume. Ce n'était pas simplement un mythe ou une coïncidence. C'était une malédiction, une force surnaturelle qui persistait depuis plus de 20 ans. Le camion appartenait à Pierre, le chauffeur disparu, et il était condamné à refaire le même trajet, à vivre la même scène, nuit après nuit, sans jamais atteindre sa destination. J'ai eu du mal à accepter cela. Mais un soir, alors que je passais à nouveau par cette route, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Je savais ce qui allait se passer, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le camion blanc est apparu, comme prévu. Je l'ai vu se garer à sa place habituelle, sous le même lampadaire. Et là, un frisson glacé m'a traversé. Je n'étais plus seul. J'ai compris que, d'une manière ou d'une autre, je faisais désormais partie de cette histoire. Ce camion, ce chauffeur, cette route, tout cela allait continuer à m'obséder, à me suivre. Peut-être qu'un jour, je serais moi-même pris dans ce cycle sans fin, condamné à arpenter cette route, à croiser ce camion, pour l'éternité. Le mystère du camion blanc ne sera jamais résolu, mais il demeure un avertissement pour ceux qui oseront s'aventurer dans la nuit, là où les frontières entre les vivants et les morts se brouillent. Et si vous êtes assez curieux pour chercher ce camion, assurez-vous de ne pas trop vous en approcher, parce que parfois, certaines choses ne doivent jamais être découvertes. La route était longue, interminable. Cela faisait déjà plusieurs heures que je roulais sur l'autoroute A7, traversant le sud de la France sous un ciel d'encre. Les phares de mon camion découpaient l'obscurité, illuminant par intermittence les panneaux indiquant les prochaines aires de repos. J'étais fatigué, épuisé même. Mes paupières devenaient lourdes, et chaque minute passée derrière le volant semblait s'étirer à l'infini. Aux alentours de minuit, je décidai enfin de m'arrêter. L'aire de repos la plus proche se trouvait à quelques kilomètres de Montélimar. J'y étais déjà passé plusieurs fois sans jamais y prêter attention. Un de ces lieux anonymes, coincés entre la forêt et l'asphalte, où les routiers comme moi faisaient escale avant de reprendre la route. Lorsque j'arrivai, l'endroit était presque désert. Seuls deux autres camions étaient garés à l'extrémité du parking, leurs cabines plongées dans l'obscurité. Pas de lumière, pas de bruit. Juste le murmure du vent s'engouffrant entre les arbres et le grésillement lointain d'un néon fatigué. J'éteignis le moteur, coupant net le ronronnement rassurant du diesel. Un silence oppressant s'installa aussitôt. Je verrouillai machinalement les portes de la cabine avant de basculer mon siège en arrière. Une habitude, un simple réflexe. Je n'avais pas particulièrement peur, mais les histoires que j'avais entendues sur certaines aires de repos me revenaient en mémoire. Des vols, des agressions, des disparitions. Rien de bien rassurant, mais je me disais que la fatigue parlait plus que la raison. Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux. Quelques heures de sommeil, et je pourrais repartir. Juste quelques heures. J'ignorais encore que cette nuit-là, je ne dormirais pas. Un bruit me réveilla en sursaut. D'abord indistinct, un simple craquement étouffé, comme une branche sèche écrasée sous un pas hésitant. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je retenais mon souffle, écoutant attentivement. Des pas, lents, irréguliers, ils semblaient tourner autour de mon camion,
s'arrêtant par moments avant de reprendre, plus proche. Je me redressai légèrement sur mon siège, le corps tendu, essayant de voir quelque chose à travers les rétroviseurs. Mais dehors, la nuit était épaisse, presque impénétrable. Une ombre bougea. Là, juste derrière mon camion, une silhouette mince, immobile. Je plissai les yeux, tentant de mieux voir, mais elle restait figée, comme si elle attendait quelque chose. Un frisson glissa le long de ma nuque. Il n'y avait aucune lumière dans cet air de repos, aucun bruit autre que ce souffle de vent froid qui balayait l'asphalte. Qui que ce soit, cette personne n'avait rien à faire ici, au milieu de la nuit. Je tendis la main vers la clé de contact, prêt à démarrer, mais je me ravisai. Peut-être un autre routier cherchant de l'aide, peut-être un voyageur égaré. J'appuyai sur le klaxon, un bref coup sec. L'écho résonna un instant avant de disparaître. La silhouette ne bougea pas. Pas un sursaut, pas un geste. Juste cette présence figée, tournée vers moi. Mon instinct me criait de ne pas sortir. Alors, lentement, je verrouillai une nouvelle fois les portes. Le silence retomba, lourd, oppressant. Peut-être que j'avais imaginé cette silhouette. La fatigue pouvait jouer des tours, et après tant d'heures sur la route, mon esprit cherchait peut-être des ombres là où il n'y en avait pas. Puis, un son brisa l'immobilité. Un grattement, léger d'abord, à peine perceptible, comme si quelque chose effleurait la carrosserie du camion. Mon estomac se serra instantanément. Je savais ce que j'avais entendu. Ce n'était ni le vent ni un simple bruit de la nuit. Le grattement devint plus distinct. Une pression plus insistante, un mouvement lent qui remontait le long de la portière. Des ongles. Quelqu'un ou quelque chose faisait glisser ses doigts contre le métal, traçant une ligne invisible sur la surface froide du camion. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. J'osais à peine bouger, essayant d'analyser la situation, d'évaluer mes options. Le bruit continua, plus fort, plus précis. Une main, puis une autre, explorant la cabine comme si elle cherchait une ouverture. Mon cœur battait à tout rompre. J'attrapais mon téléphone, les doigts tremblants, prêt à appeler la police. Mais, qui croirait ça? Qui me prendrait au sérieux si je disais qu'une présence invisible traçait des sillons invisibles sur mon camion en pleine nuit? Le grattement cessa d'un coup. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Je restai figé, l'oreille tendue, m'attendant à entendre quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait plus rien. Seulement le bruit sourd du vent à l'extérieur et le martèlement de mon cœur dans ma poitrine. Puis, du coin de l'œil, je vis un mouvement. Un frisson d'horreur me parcourut. Une main s'était posée sur mon rétroviseur. Une main pâle, aux doigts trop longs, aux ongles noircis. Et elle bougeait. Je pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient. Le besoin de savoir ce qui se passait à l'extérieur devint insupportable. Mais j'avais peur, une peur viscérale que je n'avais jamais ressentie. J'attendis encore quelques secondes, espérant que ce serait juste un mauvais rêve, un simple délire causé par la fatigue. Mais l'idée de rester là, enfermé, à attendre quelque chose d'invisible, m'était devenue insupportable. Je pris mon courage à deux mains et ouvris lentement la porte du camion, mes pas résonnant sur l'asphalte froid. Chaque mouvement me paraissait lourd, comme si l'air autour de moi résistait à mes actions. En sortant, je fermai la porte derrière moi, la clé de contact toujours dans ma main, prêt à repartir à toute vitesse si nécessaire. Le parking était toujours désert. Rien ne semblait avoir changé. Mais quelque chose n'allait pas. Une étrange sensation me happa dès que mes pieds touchèrent le sol. Je m'approchai du côté du camion où je croyais avoir vu la silhouette, où les bruits avaient cessé. Et là, sur la carrosserie, je vis des empreintes, des mains ensanglantées, comme si quelqu'un avait posé ses mains sur le métal, les doigts écartés, laissant des traces nettes et rouges. Le sang était frais, presque brillant sous la faible lumière du réverbère. Mais ce qui me fit froid dans le dos, c'était la forme des mains. Elles étaient démesurées, les doigts anormalement longs et les griffes presque visibles, comme si elles n'étaient pas humaines. Je reculai instinctivement, mon regard glissant sur les autres marques. Elles formaient des motifs irréguliers, des lignes qui se croisaient, comme si une créature invisible avait touché le camion à plusieurs endroits, traçant des lignes qui se prolongeaient, des marques qui paraissaient presque intentionnelles. Je n'osais plus bouger. Un frisson de terreur me parcourut tout entier. Quelque chose n'allait définitivement pas. Mes yeux se portèrent sur la cabine, et je les vis. D'autres marques, de petites empreintes de doigts, maculées de sang, comme si elles avaient été laissées par quelqu'un qui, à un moment donné, avait cherché à s'y agripper.
Une colère glacée envahit mon esprit, suivie par la compréhension affolée que je n'étais pas seul ici. Je n'avais plus le temps de réfléchir. Tout mon corps était tendu, l'esprit en alerte maximale. Je remontai précipitamment dans la cabine, verrouillant les portes derrière moi comme si ça pouvait me protéger de ce qui venait de se produire. Mais une question persistait dans ma tête. Que s'était-il passé ici? Et pourquoi moi? Je n'avais aucune idée de ce qui se cachait derrière cette étrange expérience, mais une chose était certaine. Je devais signaler ce que j'avais vu. J'avais besoin de réponses. Le matin se levait lentement lorsque je partis en direction de la police. Mon esprit était toujours embrouillé, les images des marques de mains ensanglantées gravées dans ma mémoire. La petite station-service près de l'aire de repos semblait presque aussi déserte qu'avant, et le trajet jusqu'à la brigade fut silencieux. Je n'avais pas vraiment d'espoir que l'on me prenne au sérieux, mais je devais tenter. Le policier qui me reçut semblait avoir l'habitude des récits étranges. Il me regarda d'un air grave, me demandant de lui raconter l'incident en détail. Quand je lui racontai tout, il hocha la tête avec une étrange expression sur le visage. « Vous n'êtes pas le premier à rapporter ce genre de choses, dit-il, d'une voix calme et lourde de sens. Je le regardai, perplexe. D'autres camions? Vous voulez dire que cela se passe régulièrement ici? Il acquiesça lentement. Cela fait des années que des chauffeurs disent avoir vécu des événements similaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques années, une femme a été retrouvée assassinée sur cette aire de repos. Brutalement tuée, son corps abandonné là, à quelques mètres de là où vous vous êtes arrêté. L'enquête n'a jamais trouvé l'assassin, et depuis ce jour-là, plusieurs événements inexpliqués ont eu lieu. Mon sang se glaça dans mes veines. Tout à coup, la silhouette étrange, les marques sur le camion, tout avait un sens terrifiant. J'avais entendu des rumeurs sur des lieux hantés, des endroits où la mort laissait une trace indélébile, mais je ne pensais pas en faire l'expérience moi-même. Le policier m'expliqua que certains des chauffeurs avaient même cessé de s'arrêter dans cette zone, évitant cette aire de repos comme la peste. Mais la plupart d'entre eux, eux aussi, ignoraient la vérité. Je quittai le commissariat avec une sensation de malaise profond. Je n'étais plus qu'un témoin parmi d'autres, une pièce dans une histoire plus grande et plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginée. À partir de ce jour, je ne repasserai plus jamais par cette aire de repos. Et chaque fois que je pense à ces marques ensanglantées, je me demande si ce n'était pas le dernier avertissement. Cette nuit-là, il pleuvait sans discontinuer. Une pluie lourde, épaisse, qui martelait le pare-brise comme une nuée de petits coups secs. Je roulais prudemment, les essuie-glaces peinant à dégager l'eau qui s'accumulait en vagues irrégulières sur le verre. L'autoroute était presque déserte, à l'exception de quelques phares lointains qui disparaissaient rapidement dans l'obscurité. Je venais de passer un panneau indiquant que Bordeaux n'était plus très loin lorsque je sentis un frisson parcourir mon dos. Une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible pesait dans l'air. J'augmentai légèrement le volume de la radio pour briser le silence oppressant de l'habitacle. C'est alors que je l'aperçus. À quelques dizaines de mètres devant moi, une silhouette se dessinait faiblement sous la pluie battante, à peine visible dans le halo jaunâtre de mes phares. Un homme, debout sur le bas-côté, immobile, la tête légèrement baissée. Il était trempé, l'eau ruisselant sur ses vêtements, collant le tissu sombre à son corps. Mon premier réflexe fut de ralentir. Ce n'était pas une nuit pour rester dehors, encore moins en pleine campagne, loin de tout refuge. Je jetai un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. Il était plus de 3 heures du matin. Qui pouvait bien se trouver là, seul, sous un tel déluge? Alors que je m'arrêtais à sa hauteur, une étrange hésitation me saisit. Quelque chose dans cette scène me mettait mal à l'aise, mais je ne parvenais pas à identifier quoi. Peut-être son immobilité ou l'absence totale de réaction à mon approche. Pourtant, malgré ce pressentiment, je baissai la vitre du côté passager. « Vous allez quelque part ?» demandai-je, ma voix couvrant à peine le bruit de la pluie. L'homme ne répondit pas. Il leva seulement un bras et désigna la route devant nous, comme s'il n'avait qu'un seul objectif, avancer. J'hésitai un instant avant de déverrouiller la portière. Un mauvais pressentiment s'attardait dans mon esprit. Mais sous cette pluie battante, laisser un homme seul sur le bord de la route me semblait inhumain. L'inconnu s'installa sans un mot sur le siège passager. D'un geste lent, il referma la porte derrière lui, et l'habitacle fut aussitôt envahi par une odeur d'humidité et de terre mouillée. Son manteau, complètement détrempé, laissait de petites flaques d'eau se former sur le cuir du siège.
Je jetai un rapide coup d'œil vers lui, cherchant à croiser son regard, mais son visage restait dissimulé sous l'ombre de sa capuche. « Vous allez vers Bordeaux » demandai-je pour briser le silence. Aucune réponse. Il leva simplement la main et pointa la route devant nous, exactement comme il l'avait fait quelques instants plus tôt. Pas un regard, pas un mot. Un frisson me parcourut l'échine, mais je tentai de me convaincre que ce type était juste fatigué, ou peut-être même sous le choc d'un incident quelconque. « D'accord, on y va », murmurai-je en remettant la voiture en marche. Les pneus soulevèrent un voile d'eau en quittant l'accotement, et bientôt, nous roulions de nouveau dans la nuit obscure. Le silence s'épaissit dans l'habitacle. Pas un bruit, hormis le martèlement incessant de la pluie sur la carrosserie et le vrombissement monotone du moteur. Pourtant, quelque chose clochait. L'air semblait plus lourd, plus froid. Je sentis ma peau se hérisser sous l'effet d'un courant d'air inexistant. Sans quitter la route des yeux, j'allongeai discrètement la main vers le tableau de bord et augmentai légèrement le chauffage. Le froid persistait, et l'homme, lui, restait parfaitement immobile. Je jetai un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Juste un réflexe, un de ces gestes automatiques qu'on fait sans vraiment y penser. Mais ce que je vis me glaça le sang. Le siège passager était vide. Mon cœur rata un battement. Mes mains crispées sur le volant devinrent moites en une fraction de seconde. Je clignai des yeux, persuadé d'avoir mal vu. Pourtant, en tournant légèrement la tête, je constatai l'impensable, l'homme avait disparu. Une montée d'adrénaline brutale me fit appuyer sur la pédale de frein. Les pneus crissèrent sur l'asphalte détrempé, et la voiture s'arrêta brusquement sur le bas-côté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon souffle était court. Mes yeux balayèrent l'habitacle. Le siège était vide, complètement vide. Pourtant, l'empreinte de son corps était encore marquée sur le cuir trempé. Je tournai lentement la tête vers la portière. Fermée. Verrouillée. Impossible qu'il soit sorti sans que je m'en rende compte. Je déglutis difficilement, tentant de rationaliser. Peut-être qu'il était... Non, il n'y avait aucune explication logique. Il s'était volatilisé. Un frisson glacial me parcourut l'échine. D'un geste lent et hésitant, je passai ma main sur le siège où il était assis quelques secondes plus tôt. Le cuir était froid, bien trop froid, comme si, au lieu d'un homme, c'était une présence haute. L'air me sembla plus lourd, plus épais. Mon instinct me hurlait de redémarrer, de fuir cette route, cette nuit, cette chose que je venais d'accueillir dans ma voiture. Mais une peur viscérale me clouait sur place. Ma gorge était sèche, mon corps paralysé entre la panique et l'incompréhension. Je pris une grande inspiration, puis une autre, avant de me forcer à regarder autour de moi. La route était toujours aussi déserte, noyée sous une pluie battante qui brouillait la visibilité. Il n'y avait personne dehors. Aucune trace de pas, aucune silhouette dans la nuit. Et pourtant, j'étais certain de l'avoir vue. D'une main tremblante, j'essuyais la buée qui commençait à se former sur le pare-brise. J'avais besoin de sortir d'ici, de trouver un endroit où reprendre mes esprits. Alors, d'un geste brusque, j'enfonçai l'embrayage et redémarrai. La voiture reprit sa course dans la nuit, mais je ne pouvais ignorer le frisson glacé qui courait encore le long de ma colonne vertébrale. Quelques kilomètres plus loin, je vis enfin des lumières à l'horizon. Un petit café, encore ouvert malgré l'heure tardive. Sans hésiter, je me garai devant et sortis précipitamment du véhicule, laissant la pluie me fouetter le visage. L'air extérieur me semblait presque rassurant après l'oppression qui régnait dans la voiture. À l'intérieur, l'endroit était désert, à l'exception du propriétaire qui essuyait tranquillement un verre derrière le comptoir et d'un vieil homme assis dans un coin, une tasse fumante devant lui. Je m'approchai du bar et commandai un café noir, les mains encore tremblantes. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme », lança le propriétaire avec un sourire en coin. Je laissai échapper un rire nerveux, avant de raconter, d'une voix hésitante, ce qui venait de se passer sur la route. Lorsque je mentionnai l'homme sous la pluie, le silence tomba aussitôt dans la pièce. Je sentis alors le regard du vieil homme se poser sur moi. Il reposa lentement sa tasse sur la soucoupe, avant de murmurer. « Vous n'êtes pas le premier à le voir. » Mon sang se glaça à ces mots. Je me tournai lentement vers le vieil homme, mon cœur battant à tout rompre. « Comment ça, pas le premier ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. Il me détailla un instant, comme pour s'assurer que j'étais prêt à entendre ce qu'il avait à dire, puis hocha lentement la tête. « Cet homme que vous avez pris en voiture. Il est mort il y a bien longtemps, sur cette route. Un accident terrible, un camion renversé sous une pluie battante,
exactement comme cette nuit. Un frisson me parcourut l'échine. Il est mort ici, il y a plus de 20 ans, confirma-t-il. Depuis, les nuits de tempête, il revient. Certains disent qu'il cherche encore à rentrer chez lui. D'autres pensent qu'il essaie d'avertir les conducteurs du danger. Je déglutis difficilement, un poids étrange s'installant sur ma poitrine. Et vous? Vous l'avez déjà vu? Le vieil homme esquissa un sourire triste. Moi? Non. Mais mon frère? Oui. Il y a longtemps. Il l'a pris en stop, tout comme vous. Quelques kilomètres plus tard, il avait disparu. Un silence pesant s'abattit sur nous. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre, vers ma voiture toujours stationnée sous la pluie. L'intérieur me semblait soudainement plus sombre, plus froid. Comme si quelque chose s'y attardait encore. J'eus un frisson et détournai rapidement le regard. Faites attention sur cette route, ajouta le vieil homme d'un ton grave. La dernière personne à l'avoir vu n'a pas survécu à son voyage. Je sentis un frisson remonter le long de ma nuque. Je n'avais plus faim, plus soif. Juste une envie pressante de partir, de m'éloigner de cet endroit, de cette route, de cette histoire qui, je le sentais, resterait gravée en moi pour toujours. Je vérifie mon GPS une dernière fois avant de prendre la route. La nuit est tombée depuis un moment déjà, et la brume commence à recouvrir les montagnes du Massif central. C'est une route que peu de gens empruntent à cette heure. Trop isolée, trop escarpée. Mais pour nous, routiers, chaque péage évité est une petite victoire. C'est pour ça que Miguel, Laurent et moi avons décidé de traverser ce col ensemble. 3 camions, 3 moteurs vrombissants, une seule route sinueuse qui se perd dans l'obscurité. Tu penses qu'on arrivera avant l'aube? Demande Laurent à la radio, sa voix légèrement parasitée par des grésillements. Si Miguel arrête de traîner, peut-être, réponds-je en riant. J'entends un éclat de rire de l'autre côté. Miguel, qui roule en tête, joue les éclaireurs. Moi, je suis en deuxième position, et Laurent ferme la marche. C'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un derrière soi, surtout sur une route pareille. Il n'y a pas de lampadaire ici, seulement nos phares qui découpent le brouillard, révélant parfois des silhouettes d'arbres noués au bord du chemin. Je serre un peu plus mon volant. L'air est humide et froid. Même avec le chauffage du camion, je sens un frisson me parcourir l'échine. Peut-être parce que cet endroit me met mal à l'aise. Vous avez entendu parler de ce col? Demande Miguel après un silence. Dans quel sens? Réplique Laurent. Il paraît que des camions s'y sont déjà volatilisés. Un mec m'a raconté ça une fois. Il disait qu'un routier avait traversé la passe avec 2 collègues, mais qu'il était arrivé seul à destination. On lui a assuré que les autres n'avaient jamais existé. Super, grogne Laurent. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je secoue la tête avec un sourire. Les légendes de routiers, on en entend toujours. Des histoires de fantômes au bord des routes, de disparitions étranges, de camions qui roulent sans conducteur. Mais ça ne reste que ça, des histoires. Pourtant, alors que nous continuons notre ascension, la brume semble s'épaissir encore. Nos phares peinent à percer le voile grisâtre qui s'étire sur la route. L'écho de nos moteurs résonne dans l'air glacé, et quelque chose me dit que cette nuit ne sera pas comme les autres. Miguel, t'es toujours là? Le silence s'étire à travers la radio. Un grésillement, un souffle lointain, puis plus rien. Je fronce les sourcils et jette un coup d'œil à mon GPS. Le camion de Miguel est toujours affiché devant moi, avançant lentement dans la montée. Pourtant, il ne répond pas. Miguel, sérieux, répond, grogne Laurent. Toujours rien. Juste ce silence épais, oppressant, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Je ressens un malaise grandissant. J'appuie à mon tour sur mon talkie-walkie. Miguel, si c'est une blague, elle est vraiment nulle. Mon regard passe du GPS à la route. Je distingue à peine l'arrière de son camion à travers la brume. Ses feux rouges scintillent faiblement, brouillés par l'humidité. Puis, d'un coup, ils s'éteignent. Je pile net. Qu'est-ce que... Putain, où est passé Miguel? S'écrie Laurent derrière moi. Je cligne des yeux, la gorge sèche. Son camion n'est plus là. Plus de feu, plus de silhouettes massives avançant devant moi. Juste de la brume, un vide anormal, comme si la route l'avait avalé. Je me précipite sur mon GPS. L'icône de Miguel est toujours là. Puis, sans prévenir, elle disparaît. Son camion ne figure plus sur la carte. Je sens mon cœur cogner violemment dans ma poitrine. Ce n'est pas possible. Un camion de plusieurs tonnes ne peut pas s'évaporer comme ça. Il a peut-être eu une panne et s'est arrêté,
dis-je, essayant de rationaliser. Alors pourquoi il répond pas? Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que la route devant moi est vide, et que Miguel s'est volatilisé sans laisser de traces. Je n'arrête pas de fixer la route devant moi, espérant voir réapparaître les feux arrière de Miguel à travers la brume. Peut-être qu'il a juste eu un problème électrique. Peut-être qu'il a pris un virage trop large et s'est arrêté un peu plus loin. Peut-être. Faut qu'on aille voir, dis-je en attrapant mon talkie-walkie. Tu déconnes, s'exclame Laurent. Il a disparu? Mec, il n'y a rien devant toi, rien du tout. Il a raison. L'endroit où Miguel roulait il y a quelques secondes est complètement vide. Aucune trace de pneu, aucun signe de sortie de route. Juste cette brume épaisse, oppressante, qui semble avaler la lumière de mes phares. Écoute, on continue lentement, dis-je, tentant de garder mon calme. Si son camion est là, on finira par le voir. Laurent hésite avant de répondre. Ok, mais si on ne le retrouve pas, on fait demi-tour. Cette route pue la merde. J'acquiesce, même s'il ne peut pas me voir. Je passe la première et redémarre doucement. Mon camion avance lentement, chaque mètre me donnant l'impression de plonger plus profondément dans quelque chose d'anormal. Puis, soudain, un bruit strident déchire le silence à la radio. Ah! Un cri. Laurent! Laurent! Qu'est-ce qui se passe? Un craquement, comme si quelque chose grattait contre le micro. Puis un souffle, et plus rien. Je regarde immédiatement mon GPS. L'icône du camion de Laurent est toujours là, roulant derrière moi. Pendant une seconde, j'ai un infime espoir. Puis elle clignote. Une fois, deux fois, et disparaît. Je jure entre mes dents et attrape mon talkie-walkie. Laurent, réponds-moi. Le silence me répond, plus pesant que jamais. Je suis seul. Je suis figé dans ma cabine, la main toujours crispée sur le talkie-walkie. Le vent souffle contre les vitres, et le bruit sourd de la pluie se fait entendre au loin. Il n'y a plus un seul bruit de moteur autour de moi. Rien. La brume, toujours aussi épaisse, semble se resserrer autour du camion comme un étau, m'enfermant dans une obscurité glaçante. Puis, je vois quelque chose dans mon rétroviseur. Des lumières rouges. D'abord faibles, puis elles se rapprochent, lentement, comme si elles me suivaient. Je me frotte les yeux, pensant que c'est la fatigue qui me joue des tours. Mais les lumières sont toujours là, nettes, fixes. Quelque chose ou quelqu'un me suit. Le cœur battant la chamade, je presse un peu plus sur l'accélérateur. Les lumières rouges continuent à me suivre, ne s'éteignant jamais. À chaque virage, elles restent dans mon rétroviseur, me collant de plus en plus. Qui est là? Cria-je dans le talkie-walkie. J'attends une réponse, mais le silence est assourdissant. Il n'y a que ce souffle lourd et angoissant dans mes oreilles. Soudain, un bruit sourd retentit contre le côté du camion, comme un choc violent. Je sursaute, les mains tremblantes. Il n'y a personne à côté de moi, mais la sensation d'être observé devient insupportable. Quelque chose est là, juste derrière moi. Je jette un coup d'œil à mon GPS. Rien. Aucune trace d'un autre véhicule. Seulement le vide. Et pourtant, les lumières rouges sont là, inébranlables. Je décide d'accélérer. Tout ce que je veux, c'est m'éloigner de cette chose, de cette présence inquiétante. Je roule à fond, mes pneus crissant contre le bitume humide, mais les lumières ne me quittent pas. Elles sont toujours là, fixées sur moi, comme si elles étaient en train de me rattraper. Mes mains sont moites. Je sens un frisson me parcourir l'échine. Je me concentre sur la route, essayant de garder une once de rationalité, mais l'angoisse me paralyse. Que se passe-t-il réellement ici? Qui ou quoi me suit dans cette nuit noire? Les lumières rouges brillent toujours, implacables. Je suis enfin arrivé à destination. La pluie a cessé, mais l'air reste lourd et froid, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le bruit du moteur s'éteint dans un silence oppressant. J'éteins les phares et reste là, un instant, les mains toujours tremblantes sur le volant. Il n'y a pas de lumière ici, à part celle des quelques réverbères défectueux qui clignotent au loin. L'angoisse est toujours là, présente comme un poids sur ma poitrine. Je descends du camion, mes jambes encore flageolantes. Les portes du hangar s'ouvrent lentement, et je suis accueilli par le responsable, un type que je connais vaguement. Il me fait un signe de tête, comme si tout était normal, comme si rien de tout ce qui s'est passé dans la nuit n'avait eu lieu. Alors, tout s'est bien passé? Me demande-t-il d'un ton neutre. Je le regarde, perplexe. J'essaie d'expliquer que Miguel et Laurent ont disparu, que l'un a disparu du GPS, que l'autre a disparu de la radio, que j'ai vu des lumières rouges me suivre sur la route.
Mais il me coupe avant même que je puisse finir. Écoute, ça doit être le stress, dit-il d'un ton rassurant. Ce genre de route, tu sais, ça fait des trucs à la tête. Je sens mes mains se refermer sur le volant, alors que je cherche à comprendre ce qui vient de se passer. Et Miguel? Laurent? Il me regarde, un sourire étrange flottant sur ses lèvres. Miguel et Laurent. Je suis désolé, mais il n'y a aucune trace de ces noms ici. Ils ne faisaient pas partie de ce convoi. Je le fixe, incrédule. Comment ça? Mais, ils étaient là, juste avant. Le responsable hoche la tête, l'air de plus en plus étrange. Non, mon ami, ce n'était pas eux. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Ce n'était pas un convoi de 3 camions. Seulement toi. Je reste là, complètement perdu, la gorge serrée. Je sais que ce n'est pas un malentendu. Miguel et Laurent étaient réels. Ils ont disparu dans la nuit. Mais dans cet endroit, personne ne semble s'en soucier. C'est comme si tout avait été effacé, comme si tout ça n'avait jamais existé. Je fais un pas en arrière, mes yeux scrutant le hangar, les lumières blafardes qui éclairent la scène. Mais je ne trouve aucune explication. Rien. Juste un vide. Je prends une profonde inspiration et monte dans le camion, fermant la porte derrière moi. Je ne sais pas ce que j'ai vu, ni ce qui s'est réellement passé, mais une chose est sûre, je n'étais pas seul sur cette route. Et ce que j'ai vu, ça ne pouvait pas être qu'une hallucination.